Bonsoir. Alors, je n'aime pas trop parler de moi, mais il me semble que vu le sujet de ce soir, il est important que vous sachiez un peu qui je suis et quel est mon parcours. D'abord, j'ai la grande joie d'être mariée, d'avoir 4 enfants, j'ai une formation d'ingénieur, j'ai travaillé pendant 22 ans, 10 ans dans l'ancienne direction des constructions navales, faisais l'entretien de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, j'ai embarqué sur sous-marins pour des essais, et puis après j'ai travaillé 10 ans dans l'énergie. Et puis, pour différentes raisons, j'ai souhaité quitter mon poste et je m'apprêtais à faire un master pour devenir directeur d'EHPAD. Je ressentais le besoin d'avoir un métier plus proche des personnes, même si j'ai énormément apprécié les métiers que j'ai faits pendant 22 ans. Et puis, j'ai lu un livre qui s'appelle « Gender, qui es-tu » Et j'ai découvert l'idéologie du genre, en fait, et j'ai été bouleversée. Et en creusant un petit peu, je me suis aperçue qu'en fait, cette théorie du genre ou idéologie du genre existait déjà à l'école et que sa diffusion allait s'amplifier, notamment avec la BCD de l'égalité à l'époque, à la rentrée 2014. Alors là, je me suis dit, non, ça c'est pas possible, on ne peut pas faire ça aux enfants. Et donc du coup, je me suis dit, je ne vais pas faire ce master et je vais créer un collectif de parents, avec d'autres parents, donc Vigigender, qui se donne pour mission uniquement, simplement, d'informer les parents, les enseignants, toute personne sur l'idéologie du genre et la manière dont elle se diffuse à l'école. De manière à ce que les personnes soient éclairées et qu'en conscience, elles disent « oui, je suis d'accord, non, je ne suis pas d'accord », et en fonction de ça, agissent. Il ne s'agit pas de dire « il faut faire ça ou ça ». Et en tout cas, nous avons toujours beaucoup insisté pour que les parents, une fois éclairés, s'ils rencontrent effectivement l'idéologie du genre dans l'école de leurs enfants, ils parlent toujours avec bienveillance avec les professeurs. Toujours ne jamais se mettre en opposition, mais construire ensemble pour le bien des enfants. Fort de presque 3 ans d'expérience, nous avons recensé dans ce petit livret des exemples concrets de la diffusion du genre dans la société et à l'école. Donc il a été envoyé à 50 000 écoles en France, donc 80% des établissements scolaires français, à 3 000 élus. Il y a eu des directeurs qui nous ont fait des commandes supplémentaires et je vous invite, il est téléchargeable sur notre site, à le consulter. Nous avons reçu des messages nous disant « ce qui est dans votre livret est faux ». Bon, mais jamais personne ne m'a dit ce qui était faux, donc moi j'attends toujours. Depuis le début, nous essayons d'être le plus factuel possible, d'avoir des sources pour informer. Alors, ma présentation va se faire en 2 temps. Il est important pour parler du gender, vraiment de comprendre ses fondements. Et donc, je suis désolée, je vais devoir passer quand même une bonne demi-heure sur les fondements du gender pour voir quel est l'impact sur les enfants. Et après, je vous donnerai des exemples concrets de sa diffusion dans la société et surtout à l'école. Alors, le genre est un concept sociologique fondé sur le postulat suivant. L'identité sexuelle masculine et féminine, que certains appellent genre, serait uniquement le résultat d'une construction sociale par la culture, l'éducation, le langage, les arts, les coutumes. La société aurait assigné à l'homme et à la femme des choix de métier, des rôles, des aspirations, des comportements, y compris sexuels. Le corps sexuel ne dirait rien de notre personne, de notre identité. Il ne serait qu'un simple objet biologique qui nous permet certes de vivre, mais qui est surtout une source de plaisir. Les théoriciens du genre postulent que les différences entre les sexes sont construites, certains allant même jusqu'à dire que les différences biologiques sont construites. Judith Butler, qui est une des pionnières du genre, philosophe américaine, décorée chevalier des arts et des lettres en France en 2015, affirme « Le corps est lui-même une construction ». Et donc, ces différences entre les hommes et les femmes auraient été construites par des mâles blancs hétérosexuels pour opprimer les femmes et les minorités sexuelles. Et donc, selon les théoriciens du genre, cette différence des sexes peut et doit être déconstruite. Le concept de genre devient un instrument de lutte pour arriver à l'indifférenciation des sexes et des sexualités. Il y a 2 lobbies qui vont s'appuyer sur ce concept de genre pour arriver à leur fin. Les féministes radicales, qui vont vouloir arriver à une indifférenciation de l'homme et de la femme dans la société, et le lobby LGBT,
qui ne représente absolument pas la majorité des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transsexuelles, mais qui est très puissant pour faire advenir ces idées. Et donc, à la question « Qui suis-je ?», le concept de genre répond « Je suis ce que je veux ». Le sexe biologique ne dit rien, selon eux, de l'identité de la personne. Le genre, c'est quoi alors? C'est d'abord ce que je suis, ce que je ressens. J'ai beau avoir un corps de femme, je pourrais me sentir homme, et vice-versa. Les théoriciens du genre s'appuient sur le fait qu'il existe effectivement des personnes qui ont un corps sexué, mais qui se sentent de l'autre sexe, qu'on appelle des transsexuels. Et donc ils disent, vous voyez, notre théorie est confirmée, puisque ces personnes ne se sentent pas de leur sexe. On ne peut pas affirmer une théorie à partir d'une exception. Et ces personnes sont en souffrance, il y a une désunion, une désunité entre leur physique et leur psychique. Et d'ailleurs, certaines de ces personnes vont jusqu'à demander à être opérées et à, entre guillemets, changer de sexe, parce que leur corps reste sexué, c'est juste leurs organes génitaux qui changent et qui deviennent inopérants. Et bien, ces personnes sont, dans la plupart du temps, aussi en souffrance après l'opération qu'avant. Donc, notre genre serait ce que nous ressentons, ce que nous voulons être. C'est l'application de la phrase de Simone de Beauvoir, « On ne naît pas femme, on le devient ». Et bon, donc on pourrait aussi devenir autre. Il n'y a pas de raison qu'on devienne homme ou femme si on ne naît pas ainsi. Et vous savez peut-être que depuis la loi justice du XXIe siècle de novembre 2016, eh bien, en France, il est possible de demander un changement de sexe à l'état civil sans avoir subi d'opération chirurgicale irréversible. Il suffit juste que vous disiez, oui, je suis une femme, mais je me sens homme. Dans la société, je suis comme un homme, je m'habille comme un homme, les autres me voient comme un homme, me considèrent comme un homme, donc je suis un homme. Et donc sur sa carte d'identité, une femme pourra avoir marqué sexe homme, sans avoir subi d'opération chirurgicale. Ça pose quand même la question du corps. Ces personnes gardent un corps sexué, entièrement sexué, et se disent de l'autre sexe. Donc voilà, dans quel vestiaire à la piscine ces personnes iront? Est-ce qu'un homme qui se dit femme pourra aller s'occuper de jeunes filles dans un camp de jeunes l'été? Ou l'inverse? Oui, c'est ça, mes pères. Voilà, ça pose la question du corps. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'identité de genre. Et puis, vous avez une vision plus extrême du genre, c'est que finalement, l'identité de genre est encore trop binaire, elle fait encore trop allusion au sexe finalement, homme, femme. Eh bien, il y en a qui disent que notre genre, finalement, ce sont nos désirs ou nos pratiques sexuelles. Comme tout est construit, un homme et une femme, c'est pareil. Et ce qui nous définit, c'est nos attirances sexuelles, nos pratiques. Quelles que soient les causes de nos désirs sexuels ne peuvent fonder notre identité, ne peuvent impliquer des droits, puisque maintenant, le genre devient l'identité de la personne et donne des droits. Mais on ne peut pas réduire une personne humaine à ses désirs et à ses actes, à ses désirs et à ses actes sexuels. Thérèse Argot dit « Chaque fois qu'un individu est réduit à ses tendances sexuelles, c'est sa dignité de personne humaine qui est atteinte. » Et donc, en fait, dire les hétérosexuels, les homosexuels, mais ça n'existe pas. Nous sommes des hommes et des femmes qui avons des désirs, des pratiques sexuelles, qui peuvent effectivement varier d'une personne à l'autre, certes, et même de tout. Dans sa vie, ça peut aussi arriver, mais c'est en aucun cas ce qui peut nous définir. Le concept de genre est un concept qui est défini par une théorie que je viens de vous décrire. C'est la théorie du genre. C'est une idéologie car c'est une théorie qui nie les réalités qui s'y opposent. Normalement, une théorie est confirmée par le réel. Mais là, si vous n'êtes pas d'accord avec cette théorie, les théoriciens du genre vous diront que cela prouve que vous êtes formaté, que par les stéréotypes, depuis que vous êtes tout petit, que ce que vous croyez être le bon sens est en réalité un formatage de votre esprit. Et donc que leur théorie est confirmée. Donc il est impossible de discuter avec les théoriciens du genre. Ils réfutent tout contre-argument. Et tous ceux qui expriment un désaccord avec le concept de genre sont immédiatement qualifiés de rétrogrades, réactionnaires, extrémistes, intégristes. Il
n'y a aucun débat de fond. Et quant aux études scientifiques, qui toutes contredisent cette théorie du genre, eh bien les théoriciens du genre disent qu'elles sont de piètre qualité. Je vous donne un exemple. Je suis allée à un colloque du planning familial en octobre 2014, juste après que l'ABCD de l'égalité a été abandonné pour autre chose, on va le voir. L'intervenante se désolait qu'à l'école, on n'enseigne pas assez l'égalité des sexes et des sexualités. Je cite. Que le masculin et le féminin sont des normes. Ces normes sont toujours instituées par la société. Les normes entravent la liberté. Il n'y a pas de nature qui détermine quoi que ce soit. Elle ajoutait encore, la famille est sexiste. Parce qu'on ne nourrit pas pareil un garçon et une fille, on ne console pas pareil un garçon et une fille, on n'allaite pas pareil un garçon et une fille. Alors, après son intervention, je vous permets une question tout à fait naïve, mais je ne comprends pas, il y a quand même la testostérone qui est très présente, 7 à 8 fois plus présente chez l'homme que chez la femme, et on sait bien que la testostérone influe sur le comportement. Alors, l'intervenante, c'est pas elle qui a répondu, c'est une autre femme, mais elle n'a pas répondu à ma question, qui m'a dit, et qui a dit devant tout le monde, ah, mais j'ai une amie qui a fait des études, et qui s'est aperçue qu'en fait, depuis la nuit des temps, on nourrit différemment les hommes et les femmes, et c'est pour ça que les femmes sont plus petites. Donc elle ne répondait pas à ma question, mais en fait, si vous voulez, ils expliquent même les différences biologiques par, notamment, une différence de nourriture depuis la nuit des temps. On ne peut absolument pas discuter. En réalité, le concept de genre est une grande machine de guerre contre l'hétérosexualité, qui exerce rien de tant que le désir entre un homme et une femme. Nicole Mosconi dit « L'hétérosexualité n'est pas plus naturelle que l'homosexualité, c'est une norme historiquement créée par la société et à transformer pour accueillir toutes les formes de sexualité. » Alors, si c'était une norme créée par la société, ça veut dire qu'à un instant donné, avant qu'elle soit créée, elle n'existait pas comme norme. Donc l'hétérosexualité était marginale. Si elle était marginale, on ne serait pas là aujourd'hui pour en parler. Parce qu'on ne serait pas né. D'accord ? En fait, le problème, c'est que dans leur esprit, ils réduisent, ces théoriciens du genre, ils réduisent la sexualité à sa dimension de plaisir et occultent totalement les deux autres dimensions de la sexualité que sont l'union et la procréation. Donc si vous leur dites oui, mais il faut une femme et un homme pour faire un enfant, ils vous répondront non, il faut 2 gamètes et que ça suffit. L'union pour eux est totalement secondaire. Le genre vise en fait à affranchir l'homme du donné naturel. Nous serions tous aliénés par notre nature, notre corps, qui nous empêcherait d'être vraiment libres, et donc les théoriciens du genre veulent nous libérer. Et c'est en cela que le genre parachève la grande rébellion des modernes, les philosophes modernes, contre la nature. Le projet moderne étant défini par Descartes ainsi, se rendre comme maître et possesseur de la nature. Et donc le corps sexué serait la dernière citadelle à faire tomber. L'homme veut être le maître et le possesseur de sa propre nature, la dominer, au lieu d'en prendre soin. Et l'étape suivante, c'est le transhumanisme, où l'homme se fera lui-même. Notre seul espoir, c'est que précisément, il y a un donné naturel, que nous ne sommes pas qu'une construction, pas que culture. Si on cherche la nature, oui, elle revient au galop, et elle reviendra au galop. Le problème, c'est qu'avant que cette idéologie ne périclite, comme toutes les autres idéologies, elle aura fait des ravages énormes, surtout sur les enfants et les jeunes, et donc les adultes de demain. Alors, l'idéologie du genre est accueillie massivement aujourd'hui, avec le même aveuglement naïf, on peut dire, que les grandes idéologies du XXe siècle le furent en leur temps. Car comme toute idéologie, elle se diffuse sous des atours attrayants. L'égalité homme-femme, la lutte contre les stéréotypes, non, la lutte contre l'homophobie. On est tous d'accord, c'est consensuel. Si je reviens sur la lutte contre les stéréotypes, bien sûr qu'il y a des stéréotypes, ou plutôt des clichés, qu'il est souhaitable de ne pas promouvoir.
les garçons sont agités, les hommes sont rustres, les filles sont nulles en maths, le foot c'est que pour les garçons, les poupées c'est que pour les filles. Enfin, évidemment que les garçons et les filles peuvent jouer aux poupées, évidemment que les filles peuvent jouer aux petites voitures et aux caplas et je ne sais pas quoi d'autre. Ce n'est pas le sujet. À ce propos, il y a un domaine complètement stéréotypé, c'est celui de la pornographie, et pourtant celui-là, on ne lutte pas contre, qui montre la femme à disposition de l'homme. La pornographie est une sexualité où il n'y a pas de place pour la relation. Or, la sexualité humaine est une sexualité où il y a de la relation. Et c'est ça qu'on laisse à disposition des jeunes. Comment peut-on imaginer qu'ils n'auront pas des difficultés plus tard, futures, à avoir une vie sexuelle et affective épanouie et à s'engager pour une vie de couple future? Alors en fait, là, la lutte contre les stéréotypes dont il s'agit, c'est pas ces stéréotypes que je vous ai cités, voilà, les bêtes et qu'il faut pas promouvoir, non. C'est que toute pensée de la différence des sexes, les métiers, les comportements, les goûts, est requalifiée de stéréotypes sexués, de stéréotypes de genre, avec une connotation négative du mot, alors qu'un stéréotype, normalement, n'est que le reflet de la réalité. Nous sommes entourés, toute société a des stéréotypes sexuels, dans toute culture. Et donc, si, en requalifiant toute différence entre les sexes, on requalifie en fait, par le gender, toute différence entre les sexes de stéréotypes forcément construits par les hommes pour asseoir leur domination masculine, et du coup, ce stéréotype tombe sous le coup de l'accusation de sexisme. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir une différence entre les hommes et les femmes sans qu'on vous dise « c'est sexiste ». C'est le coup près qui tombe, vous ne pouvez plus en parler. Si un homme tient la porte à une femme, c'est sexiste. S'il porte le bagage d'une femme, c'est sexiste. Voilà, on éradique toute différence. La galanterie a disparu quasiment de notre pays. Quelle tristesse! On ne peut plus dire que l'homme et la femme sont égaux en dignité et différents. C'est bon. Non, c'est bon. Pardon. Donc la vitrine, on est d'accord, mais ce n'est qu'une vitrine. En fait, qu'est-ce qui est recherché derrière? Eh bien, en éradiquant toutes ces différences, ça va être la différenciation homme-femme, le transsexualisme, la détermination finalement sexuelle, une hypersexualisation précoce. Pourquoi? Quel est le lien entre le gender et l'hypersexualisation précoce, variée et évolutive? Eh bien, en fait, dans le gender, vous avez vu que le corps ne dit rien de moi. C'est comme un objet extérieur à moi, une source de plaisir. Et donc, le corps devient un objet pour jouir. La seule limite est le consentement mutuel. Il y a une négociation des deux partenaires, ou de tous les partenaires en présence, sur les actes sexuels possibles. Ce qui est recherché aussi, c'est un changement de la norme par une manipulation des enfants. Pourquoi? Parce que, bon, nous, comme on est complètement formatés, on l'a compris, ils vont avoir du mal à nous déformater. Enfin, les adultes, je veux dire, sont formatés, donc ça va être difficile de déformater. Hein. Et donc, on va s'en prendre aux petits-enfants, tout petits. Et donc, ils vont tenter, on va dire, de les formater tout petits, en brouillant le masculin et le féminin. Et donc, on va faire ça à l'école. Comme ça, comme les parents ont confiance dans l'école, eh bien, ils ne se méfieront pas et on pourra, petit à petit, formater les enfants dès le plus jeune âge pour que le monde du genre devienne naturel pour les enfants. Alors, quelle est cette société du genre? Oui, c'est une société asexuée autour de la marchandisation de l'être humain. Nous sommes rentrés dans cette société du genre avec la loi ouvrant le mariage et l'adoption aux personnes de même sexe de mai 2013, dite loi Taubira. C'était la porte d'entrée dans la société du genre. Parce qu'effectivement, dans cette société, un homme, une femme, ou deux hommes ou deux femmes, c'est pareil. Cette loi est totalement fondée sur l'idéologie du genre. Je vais juste remarquer qu'avant cette loi, le mariage était déjà pour tous. Tout homme pouvait se marier avec une femme,
toute femme pouvait se marier avec un homme. Le droit était égal pour tous. Donc en fait, il y a juste une imposture intellectuelle sur le slogan mariage pour tous. C'est qu'en fait, on n'est plus dans une société d'hommes et de femmes aujourd'hui. Nous sommes entrés, malheureusement, dans une société d'hétérosexuels, d'homosexuels, puis bisexuels, transsexuels, etc. Et donc, il a fallu accorder l'égalité aux personnes homosexuelles par rapport aux personnes hétérosexuelles. Alors que l'égalité existait avant, mais nous étions avant des hommes et des femmes. Là, vous voyez un livre qui est conseillé par le principal syndicat d'enseignants du primaire pour le primaire, donc pour lutter contre l'homophobie. L'idée, c'est de présenter aux enfants toutes les formes de composition familiale possibles. Alors, il n'y a pas de raison qu'on s'arrête à 2 personnes. Normalement, le mariage est fait pour fonder une famille. Le mariage n'est pas là pour sceller un amour. Mais puisque c'est ça maintenant, c'est ce qu'on nous a dit pour la loi Taubira, c'est qu'il fallait sceller un amour, il fallait qu'il soit public, eh bien, pourquoi s'arrêter à 2 personnes? Au Brésil, il y a déjà des troupes. 3 personnes. Le mariage de 3 personnes. Alors, les conséquences de cette loi, bien sûr, c'est la procréation médicalement assistée pour tous. 2 femmes invoqueront le fait qu'elles sont infertiles, comme un homme et une femme infertiles le sont au bout de 2 ans de l'infertilité. Voilà, la gestation par autrui pour tous. Et puis, bien sûr, grossesse pour tous, c'est-à-dire que là, c'est une femme qui en fait se dit homme, qui en plus a fait un traitement hormonal pour paraître homme, mais en interrompant de manière temporaire la testostérone qu'elle est obligée de prendre toute sa vie, elle peut ovuler et donc devenir enceinte, etc. Et donc, cette personne se dira père de l'enfant. Vous imaginez un enfant qui appellera père la personne qui l'a porté en son ventre. Comment peut-on imaginer qu'il n'y aura aucun dégât psychologique sur l'enfant? Un enfant par GPA devient un produit de consommation, acheté 80 000 à 100 000 $ aux USA. Évidemment, ce sont les femmes pauvres qui sont exploitées, c'est le nouvel esclavage moderne. Mais les théoriciens du genre disent, mais il n'y a pas de lien entre la mère et l'enfant. L'instinct maternel, mais c'est une construction sociale, les pères peuvent avoir un instinct maternel. Vous voyez jusqu'où ça va. Alors, les théoriciens du genre nous disent, non mais l'homme et la femme, c'est pas complémentaire. Alors nous, je sais pas, moi en tout cas, je dis, bah si, c'est complémentaire, puis c'est évident, quoi. C'est tellement le bon sens que parfois on ne sait pas pourquoi l'expliquer, comment l'expliquer. Donc je me permets, si vous voulez bien, d'un petit peu aller sur ce terrain-là, d'expliquer la complémentarité homme-femme. Nous sommes 2 êtres sexués, les êtres humains sont des êtres sexués, soit hommes, soit femmes, et c'est tout le corps qui est sexué, c'est pas juste des organes génitaux qui nous différencient, c'est toutes nos cellules qui sont sexuées. L'humanité n'est complète qu'en présence de l'homme et de la femme. Donc toutes les cellules sont sexuées, le sexe est une dimension de la personne. C'est pas juste un attribut comme la couleur des cheveux, des yeux ou la taille, c'est une dimension de notre personne. Tout notre être est sexué. Il y a 3 dimensions dans la personne humaine, le physique, le psychique, le spirituel. Le corps de l'homme et de la femme sont complémentaires. Je pense que je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Le psychique et le spirituel. Le spirituel, c'est le siège de l'intelligence et de la volonté. Eh bien, il n'y a qu'à voir le succès qu'a eu, il y a toujours le livre et le spectacle Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, pour voir combien les gens se reconnaissent dans ces différences qui sont expliquées dans ce livre. Et en fait, c'est juste un indice montrant que oui, il y a une psychologie féminine, une spiritualité féminine et une psychologie masculine et une spiritualité masculine. Les 3 dimensions de l'être humain peuvent être distinguées, le psychique et le spirituel, le physique, le psychique et le spirituel, mais ne peuvent pas être séparés. C'est un tout indissociable. Et donc, il y a une complémentarité de l'homme et de la femme dans ces 3 dimensions. Alors, je vous rassure, dans la dimension intellectuelle, le QI de l'homme et de la femme moyen est le même. Ce n'est pas le sujet. Voilà. Cette complémentarité de l'homme et de la femme est bénéfique à la société tout entière. Il est important et bénéfique que les femmes puissent travailler si elles le souhaitent. Et cette complémentarité est bénéfique à l'homme et à la femme. Alors les théoriciens du genre vont vous dire, mais
nous sommes tous différents. Mais bien sûr que nous sommes pour la différence. Et d'ailleurs, il peut y avoir plus de différence entre deux hommes ou deux femmes qu'entre un homme et une femme. Il est vrai que nos différences de talent, de qualité, de compétences, de goût, nous enrichissent mutuellement. Et en ce sens, nous sommes tous complémentaires. Mais la différence sexuée est structurante, puisque le sexe est une dimension de notre être. Le sexe n'est pas du même ordre qu'un talent, qu'une compétence, etc. C'est tout notre être qui est constitué par notre sexe. Autrement dit, un homme ne peut pas apporter à un homme tout ce qu'une femme peut lui apporter. Et une femme ne peut pas apporter à une femme tout ce qu'un homme peut lui apporter. Et de la même manière, un père et une mère pour un enfant, ce n'est pas la même chose. Revenons rapidement sur la complémentarité. Je vous disais, toutes les études scientifiques, et notamment les neurosciences, qui font des avancées considérables depuis quelques années, démontrent qu'il y a des différences innées entre l'homme et la femme qui influent sur les capacités cognitives, donc de la connaissance, les comportements et les centres d'intérêt. Je ne vais pas tout les détailler, je vous invite à aller voir les vidéos qui sont sur le site de Vigigender, notamment les vidéos du CNRS qui expliquent ça très bien. Juste, je voudrais dire que ces différences de capacités cognitives, de comportement et de centres d'intérêt sont pour beaucoup dues à la testostérone, encore une fois. Non seulement parce que les hommes en ont plus que les femmes, mais parce que pendant la période fœtale, il y a un pic de testostérone chez, évidemment, le garçon. Et ce pic de testostérone influe sur la manière dont va se développer le cerveau. Et donc le cerveau de l'homme et le cerveau de la femme ne se sont pas développés de la même manière. Il y a des parties qui sont plus développées chez l'homme, d'autres plus chez la femme. Juste un exemple, si vous montrez à un enfant à la naissance une photo d'un visage, ou alors un objet en mouvement, eh bien les petites filles vont regarder plus longtemps que les petits garçons le visage, et les petits garçons vont regarder plus longtemps que les filles l'objet en mouvement. Sur les capacités cognitives, par exemple, eh bien oui, en moyenne, les hommes visent mieux que les femmes et ont une meilleure faculté de rotation dans l'espace. Mais c'est en moyenne, d'accord? Ça veut dire qu'il y a des femmes qui sont supérieures aux hommes dans ce domaine-là. Voilà. Mais voilà, c'est juste pour vous dire que, voilà, et par exemple, la femme a plus de facilité dans le langage, par exemple, ou pour trouver un objet parmi 1000 autres objets, par exemple. Détail, vous voyez? Toute ressemblance avec une situation déjà vécue comme fortuite, bien sûr. Il y a des études américaines sur les connexions dans le cerveau et aussi anglaises qui montrent, bref, que notre cerveau est différent. Et ce qui est important aussi, c'est qu'il y a donc une différence de centre d'intérêt qui est liée là aussi à la testostérone. Les hommes sont plus intéressés par les domaines orientés vers la compréhension du monde, l'ingénierie, la mécanique, la construction. Et les femmes, plus intéressées par les domaines auprès des personnes, voilà, aux soins des personnes. Et cela, quelles que soient les cultures. Et donc, mettre des quotas pour qu'il y ait autant de femmes que d'hommes, par exemple dans les grandes entreprises, ça, je pense que personnellement que ça n'a pas de sens et que c'est humiliant pour la femme. Parce que, est-ce qu'elle est nommée pour sa jupe ou pour ses compétences? Est-ce qu'elle n'est pas capable d'aller toute seule à ce niveau-là? C'est simplement qu'il y a des domaines où il y aura toujours plus de femmes, des domaines professionnels, et des domaines où il y aura toujours plus d'hommes. Parce qu'on n'est pas tout à fait attiré en moyenne par les mêmes domaines. Donc ça ne sert à rien de vouloir absolument avoir 50-50 dans tous les domaines. Ça n'a aucun sens. Alors, nous ne sommes pas que nature. Évidemment, toutes ces différences biologiques que je vous ai citées, nous ne sommes pas que ça, sinon nous serions à l'état sauvage. Nous sommes aussi culture, nous sommes nature et culture. Les deux ensemble de manière indissociable. Mon corps, c'est moi. Notre corps, c'est nous, tout nous. C'est ma personne tout entière. Et j'ai à devenir ce que je suis. Toute ma vie, je deviens.
toute sa vie, on s'accomplit en tant que femme ou en tant qu'homme, par effectivement la culture, l'éducation, les relations, le langage, etc. La culture peut renforcer ou atténuer la nature, mais ne peut certainement pas l'effacer. Tout le problème avec le gender, c'est que cette idéologie veut effacer la nature, lui tordre le cou par la culture, et ça fait forcément des dégâts psychologiques considérables. Mais attention, la nature n'est pas que le biologique. Se demander si un comportement est naturel, c'est se demander, répond-il aux attentes de notre nature? Répond-il aux besoins les plus intimes du cœur humain? Est-il l'expression de ce qui nous fait grandir et devenir pleinement homme? Nature veut dire ce qui nous définit et nous met en chemin vers un accomplissement. C'est la culture, qui résulte d'une action humaine, qui permet de faire advenir le sens de la nature, qui permet que la nature s'accomplisse. Je vais prendre un exemple fondé sur la biologie pour que vous compreniez bien. Si à la préhistoire, la société préhistorique avait décidé que les femmes feraient la chasse et les hommes s'occuperaient des enfants, ben on ne serait pas là aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de lait en poudre. Voilà. Donc on ne peut pas tenir des rôles qui tiennent dans le temps et qui soient en contradiction avec la nature. Outre le fait que c'est la femme qui allaite, s'occuper de ses enfants répond au désir intime du cœur de la femme. Elle a gardé cet enfant 9 mois dans son ventre. Elle a un lien particulier, ces fameux instincts maternels. C'est dans sa nature. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas que la femme travaille. Moi, j'ai travaillé, ce n'est pas le sujet. Et quand on voit des parlementaires qui s'indignent à l'Assemblée nationale que l'homme ne s'occupe pas autant que la femme des enfants, et donc il faut par la loi les forcer à le faire, c'est une humiliation faite à l'homme et à la femme. Le congé parental, avant la loi qui l'a modifié, l'homme ou la femme pouvait prendre le congé parental, 1 an, 2 ans, 3 ans. Ils étaient libres de choisir. Il s'avère que dans 99% des cas, c'est la femme qui prenait ce congé. Elle n'était pas forcée de le prendre, c'est parce que c'est dans sa nature. Elle a ce désir de s'occuper de ses enfants. Et bien, avec la réforme du congé parental, la femme ne pourra plus prendre 3 ans. S'ils veulent 3 ans, il faudra la femme prenne 2 ans et que le père prenne 1 an. Et bien, depuis que cette loi est votée, il y a un tout petit peu d'hommes qui ont pris le congé parental, mais très très peu. Résultat, au bout de 2 ans, eh bien, le couple ne sait plus, voilà, n'a pas de moyen de garde pour son enfant, il n'y a pas assez de place en crèche. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la natalité est en chute libre, voilà, depuis 2 ans. Et donc, les rôles découlent de la nature. Ils sont un accomplissement de la nature. Un dernier point encore sur les différences de cœur. Le cœur de l'homme et le cœur de la femme sont différents. Alors, on a tous des aspirations communes. Aimer et être aimé, c'est la plus fondamentale, qui constitue notre être et on peut être heureux sinon. Mais l'homme a une aspiration au combat pour défendre les autres, pour rétablir la justice, à mettre sa force au service des autres pour les protéger, en particulier la femme et l'enfant, à assurer de bonnes conditions de vie aux autres. J'ai déjà fait cet exercice avec beaucoup de groupes d'hommes et de femmes. Ils ont planché sur leurs aspirations et leurs manques, chacun de leur côté. Je peux vous assurer qu'à chaque fois, ce sont les mêmes qui ressortent, et c'est ce que je vous cite là. La femme, elle a une aspiration à dévoiler sa beauté, pas uniquement physique, mais aussi intérieure, à avoir du prix pour quelqu'un. Elle aspire à prendre soin de la qualité de la vie, en particulier à prendre soin du corps, du bien-être des personnes qui l'entourent, de la qualité des relations humaines entre les personnes qui l'entourent. Elle a une capacité de l'autre qui est un peu plus développée que l'homme parce qu'elle est intérieure. Elle reçoit un être déjà en son sein. Et donc cette capacité de l'autre est plus développée chez elle. Je ne dis pas que c'est mieux ou que c'est moins bien, c'est un fait. La femme va aider l'homme à développer ce sens de la personne. Elle va ainsi l'enrichir. Et l'homme va aider la femme à être davantage sûre d'elle-même. On a une propension, nous les femmes, à jamais être sûres de nous. On est comme ça. Voilà. Et bien, les hommes nous aident à être plus sûrs de nous-mêmes. Et donc l'homme va enrichir la femme. Je vous cite Bérénice Levé, qui a écrit La théorie du genre au monde rêvé des anges. Je pense que c'est le meilleur essai sur le sujet.
que j'ai lu personnellement. Tous sont très bien, mais celui-ci est particulièrement bien. Et elle dit: si le souci de l'apparence, de la beauté, de l'amour, la maternité demeurent les prérogatives de la femme, ce n'est pas par aliénation à une société patriarcale, machiste, qui la rendrait étrangère à elle-même, mais au contraire parce qu'elle s'y reconnaît. Se parer, plaire, séduire, aimer, donner la vie, continue de faire sens pour la condition féminine. Alors toutes ces aspirations que je viens de vous citer, eh bien, elles sont étouffées par la société, par le féminisme radical qui règne en maître pour déconstruire l'altérité sexuelle. Il y a une féminisation de l'homme. Il faut surtout qu'il soit doux, qu'il s'efface, il ne faut pas qu'il soit viril. La femme, elle est masculinisée. Il faut faire d'elle un homme qui aime la compétition, qui soit carriériste et surtout qui n'ait pas peu d'enfants. Quelle souffrance chez les femmes qui arrivent à 45 ans et qui ne connaissent pas l'amour et n'ont pas d'enfants, car elles se sont engagées totalement dans leur carrière pour être indépendantes, ne laissant aucune place à l'homme. La pression issue du féminisme radical est d'une violence morale inouïe sur les femmes. Le vrai féminisme, c'est faire en sorte que la femme puisse vivre ses aspirations profondes. Le féminisme actuel, en fait, c'est la victoire du machisme, puisque le féminisme actuel fait d'elle un homme. Alors, quelles sont les conséquences de la déconstruction des stéréotypes sexués sur les enfants? Christian Flavigny, qui est pédopsychiatre, écrit dans La querelle du genre, à propos de cette déconstruction des stéréotypes. Si l'enfant n'est plus alimenté des ingrédients nécessaires à définir son identité, à raison qu'il demeure libre de le faire, il en est, de fait, dépouillé d'identité. L'enfant est dans une angoisse, puisqu'il ne sait plus très bien qui il est. Je me rappelle d'un petit enfant comme ça qui rentrait de l'école, qui était plutôt extraverti, mais qui là rentre très très fermé. Et pendant 4-5 jours, il ne parlait plus. Ses parents n'ont pas réussi à lui faire sortir un mot. Et le 5e jour, il parle enfin et il dit à sa maman: Maman, quand est-ce que je saurai si je suis vraiment un garçon? Qu'est-ce qu'on lui avait dit pour qu'il pense ça? Donc en fait, une petite fille qui arrive en robe de princesse devant son papa: Papa, papa, est-ce que je suis belle? Si son papa l'envoie promener, le stéréotype, oh là là. Non, au contraire. Mais oui, mais qu'est-ce que tu es belle, ma chérie? Et oui, mais tu mérites qu'on se batte pour toi. Et puis un petit garçon qui vient avec son épée: Papa, papa, est-ce que je suis fort? Bats-toi avec moi. Mais tu es le plus fort. Voilà, il faut que l'enfant se batte contre son père. Il faut que ces stéréotypes soient maintenus à la petite enfance pour qu'à l'adolescence, ils soient évacués. Ça y est, il n'y a plus de problème d'identité. Mais si on les évacue à la petite enfance, les problèmes d'identité vont rejaillir à l'adolescence. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la jeune fille qui doutera de sa féminité, parce qu'une jeune fille, tout ce qu'elle veut savoir, c'est: suis-je aimable? C'est sa question qui la taraude: suis-je aimable? Et bien, si elle n'a pas eu confirmation de ça quand elle est petite, quand elle arrive à l'adolescence, eh bien, elle va chercher la réponse auprès des garçons, dans Facebook, où elle va étaler sa vie. Elle va s'habiller de plus en plus de manière aguichante, peut-être provocante, pour se sentir femme, pour se sentir aimable. Et puis le garçon, qu'est-ce qu'il va faire? Si voilà, on a évacué cette force qui est si belle quand il était petit, eh bien en fait, quand un garçon sent que sa virilité est menacée, et finalement c'est un peu le cas aujourd'hui, parce que dans la société, on ne parle que des femmes. Il n'y a pas de place pour l'homme. Et ce que dit Thérèse Argot dans son livre, c'est que quand les hommes sentent que leur virilité est menacée, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller dans la pornographie. Parce que là, ils se sentiront masculins, voilà, et ils vont utiliser leur force de manière déviante, finalement, virtuelle et déviante, par la domination de la pornographie. Et qu'est-ce que ça fait l'ensemble des deux, en fait? Les jeunes filles qui sont de plus en plus aguichantes, parce qu'elles ne veulent pas provoquer, mais elles veulent se sentir femmes. Et puis elles vont voir les garçons pour avoir la confirmation qu'elles sont bien aimables. Et puis, ces jeunes garçons qui de plus en plus tôt vont voir de la pornographie, et maintenant les filles aussi, paraît-il, eh bien l'ensemble des deux, ça va faire qu'augmenter les violences à l'égard des femmes, et notamment les violences sexuelles. Donc en fait, aujourd'hui,
on fait tout l'inverse de ce qu'il faut faire pour diminuer les violences envers les femmes. Qu'il faut évidemment diminuer parce qu'elles sont terribles. Si l'on veut diminuer les violences à l'égard des femmes, il faut au contraire donner à voir la richesse de la complémentarité homme-femme, l'un pour l'autre et pour la société tout entière. Redonner aux garçons la fierté d'être garçons, leur donner le goût de mettre leur force au service des autres pour les protéger, notamment protéger la dignité de la jeune fille sans crier au sexisme. Permettre aux filles de laisser leur désir féminin s'exprimer, en particulier leur désir de la maternité, aujourd'hui enfouis sous les pressions qu'elles subissent pour faire d'elles un homme. Alors, après cette présentation du genre, donc ça c'est le paradoxe du genre en fait, j'insiste, c'est très important. Plus on va vouloir gommer les différences entre les hommes et les femmes, plus elles vont s'exalter, parce que l'homme et la femme vont se raccrocher à leur corps, qui est la seule chose qui va les identifier comme homme ou femme. Voilà. Donc encore une fois, toute la politique qui est menée pour évidemment lutter contre les violences faites aux femmes, je pense qu'il y a une bonne partie de la politique qui est complètement à revoir. Et je pense, je ne suis pas la seule, que les violences à l'égard des jeunes filles et les violences sexuelles vont augmenter dans les prochaines années. Parce qu'on veut effacer ces différences entre l'homme et la femme, alors qu'elles ont un sens. Si on disait aux jeunes garçons aujourd'hui, ta force, elle est là pour protéger la dignité de la femme. Oh, mais ils auraient le sourire jusque-là, non? Et là, on leur dit, jouis de la femme comme tu veux, protège-toi, et puis c'est pas rêver, ça, en fait. Ça fait pas rêver. Et on va le voir dans la deuxième partie. Alors, voilà. Pour un peu se détendre, avant d'entamer la deuxième partie, parce que c'est encore pire la deuxième, donc on va détendre un petit peu. Voilà, ça passe tout seul. Voilà, toute ressemblance effectivement avec une situation déjà rencontrée et purement fortuite, les idéologues du genre vous diront purement construite. Alors, la diffusion du genre. Tout d'abord, dans la langue française, qui est massacrée par les idéologues du genre, il y a un guide pratique pour une communication publique sans stéréotype de sexe. Toutes les institutions publiques sont censées se conformer à ce guide qui dit qu'il faut user du féminin et du masculin dans tous les textes. Donc, il va falloir dire à l'oral les enseignants et les enseignantes, les sénateurs et les sénatrices, etc. Il ne faut plus utiliser le masculin générique. Et donc, à l'écrit, ça vous donne les enseignants.e.s sont invités et.e.s, etc., etc. Vous voyez, c'est un massacre de la langue française. Et à l'écrit, c'est illisible. Et vous avez déjà des textes au journal officiel de français qui sont écrits comme ça. Alors que l'Académie française n'a pas dit que c'était l'écriture du français. Bon, on passe. Oui, sinon, par exemple, ils disent oui, mais alors s'il n'y a pas les deux, masculin et féminin, bah, les femmes vont penser que c'est pas pour elles. On n'est pas débiles non plus. Hein. Voilà. Il y a un moment. Et puis juste un contre-exemple, on dit le docteur, on ne dit pas la doctoresse, jamais on va chez le docteur. Et bien pourtant, il y a dans les étudiants en médecine 62% de femmes. Voilà. Comme quoi, ça ne les empêche pas de réfléchir un peu, les femmes. Voilà. Bon, la suite. Les fameuses études de genre.
Alors on nous dit, non, la théorie du genre n'existe pas, il y a des études de genre. Je vous lis ce qu'écrit sur son site l'Institut Émilie du Châtelet, qui est le grand organisateur des études de genre en Île-de-France. Le concept de genre pose les catégories de femmes, d'hommes, de sexe, de sexualité comme des constructions sociales, et non comme des données naturelles intangibles. Certes, ce ne sont pas des données naturelles intangibles, mais la nature y participe. Pour eux, l'homme et la femme ne sont qu'une construction sociale, même le sexe. Toutes les études de genre en France sont idéologiques. Elles partent du postulat que tout est construit, et donc elles vont expliquer les différences entre les hommes et les femmes par la construction. Donc elles vont trouver des... Voilà. Je vous donne un exemple de thèse financée avant 2014 par l'Île-de-France, la région Île-de-France, au GID, organisateur d'études de genre en Île-de-France également. Altérité de genre, migrante lesbienne entre pratiques politiques, vie subversive et oppression en Italie, comparaison Palerme et Vérone. C'est à peu près, toutes les études de genre sont à peu près du même genre. Voilà, c'est le cas de dire. À la Sorbonne, vous avez une formation certifiante genre. Je vous lis, voilà, vous pouvez lire, hein. Donc ça c'est un des enseignements à la Sorbonne. Créer des êtres à son usage, chiens et femmes. Étude comparée de la zootechnie canine et de la construction physique des caractéristiques féminines. Comment les sociétés patriarcales façonnent-elles physiquement, par sélection artificielle, des chiens adaptés à un usage humain précis et des femmes plus petites, très mal adaptées en revanche à l'usage reproductif auquel on les destine. Alors, il pourrait, et j'espère qu'il y a des études sur les différences entre les hommes et les femmes, pertinente, parce qu'il existe encore des différences inadmissibles. Des différences de salaire à compétences égales, et métiers égales. Oui, et donc ça, il faut les éradiquer. Mais elles sont où, ces études? Là, les études de genre, quand on parle d'études de genre, dites-vous bien qu'elles sont toutes idéologiques. À l'école maintenant. Alors, à l'école, un préambule très important. Les professeurs, tous les professeurs, veulent le bien des enfants. Sinon, ils ne feraient pas ce métier. Mais beaucoup ne connaissent pas le genre et ces atours mensongers attrayants qu'on a vus tout à l'heure. Et donc, beaucoup vont diffuser l'idéologie du genre malgré eux, en pensant bien faire, en parlant d'égalité garçon-fille, par exemple. Mais vous avez aussi des professeurs qui sont des militants du genre et aussi des cadres de l'éducation nationale au ministère et dans les inspections. Et ceux-là, ils font beaucoup de mal. Et donc, il n'est pas question de se mettre en opposition aux professeurs, comme je le disais, mais de parler et de les informer sur le genre pour qu'ils soient conscients de ce dont il s'agit. Quant aux parents, nous faisons confiance à l'école, c'est normal. Beaucoup de parents ne sont pas en capacité de dire quoi que ce soit à l'école, parce que pour eux, l'école est un domaine très, très compliqué, très étranger pour eux. Ils ne vont pas y rentrer. Ils n'ont même pas, eux-mêmes pas été dans l'école française. Et donc, c'est trop compliqué pour eux d'entrer là. Donc, il faut totalement confiance. Ceux qui peuvent rentrer dans l'école et dire... certains ont peur de dire quelque chose parce que ça peut retomber sur leurs enfants. Et oui, je vais vous en citer un cas tout à l'heure. Quelques rares parents disent qu'ils ne sont pas d'accord, ils prennent ce risque, au risque de devoir changer l'enfant de leur école. C'est ce qui arrive souvent. Les enfants et les jeunes sont vulnérables et malléables. Et tout ce que dit le professeur est par définition vrai. Alors, bon, je rappelle quelques citations que vous connaissez peut-être, mais je vais peut-être citer Najib Vallaud-Belkacem qui dit donc les stéréotypes, ça se déconstruit dès le plus jeune âge. Il faut profiter de cette porte entrouverte de l'égalité filles-garçons à l'école pour y glisser aussi la question de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre. C'est clair. Et elle dit dans une lettre de mission qu'elle a envoyée
à l'Inspection générale des affaires sociales pour un rapport sur l'égalité filles-garçons, le féminin et le masculin sont avant tout des constructions sociales. La cible des enfants de moins de 3 ans se doit d'être au cœur des préoccupations des politiques publiques, dans la mesure où les assignations à des identités sexuées se jouent très précocement. Voilà. Donc le sexe des enfants, l'assignation à un sexe oui, se fait très petit, si ce n'est pas la naissance du tout, c'est petit, ça se joue, donc il faut très vite contrer, voilà, tout petit, la cible des enfants de moins de 3 ans. Le genre est en SVT, je ne vais pas y revenir, ça fait peut-être longtemps que vous le savez. En première ES et L, je lis juste, si dans un groupe social il existe une forte valorisation du couple hétérosexuel et une forte homophobie, la probabilité est grande que la majorité des jeunes apprennent des scénarios hétérosexuels. Donc le désir mutuel entre l'homme et la femme ne serait pas naturel, mais construit par la société. C'est bien ça qui est véhiculé. Suivante. Depuis 2010, en seconde, toutes les secondes, les élèves apprennent qu'ils ne sont qu'une construction sociale. Je vous ai donné 2 exemples là. On ne naît pas femme, on le devient. Naît-on fille ou garçon? Point d'interrogation. Avec un homme en jupe. Comment apprend-on à être une fille ou un garçon? Et en fait, ils expliquent que c'est le comportement des parents avec leurs enfants. Tout cet ensemble de comportements différenciés des parents, de stimulation, d'attente, d'injonction, de récompense ou de désapprobation, contribue à forger peu à peu des identités de genre qui, pour n'avoir rien de naturel, finissent par coller à la peau des garçons et des filles comme une seconde nature. Donc vous imaginez des jeunes de 14-15 ans, pas bien dans leur peau, d'accord? Ils se posent plein de questions, le corps est en plein chamboulement, et on leur dit ah bah si t'es comme ça, c'est la faute de tes parents, en fait. Si t'es garçon ou fille, en fait, c'est parce qu'ils t'ont éduqué comme ça, ils t'ont fait faire ça plus que ça, et donc ce que t'es maintenant, c'est de la faute de tes parents. Il y a un mépris de l'action éducative des parents dans les manuels qui est absolument incroyable. On nous prend vraiment pour des imbéciles. Alors, l'égalité filles-garçons-filles. L'ABCD d'égalité, après l'expérimentation, a été abandonnée en tant que telle. Mais il a été remplacé par le plan égalité. Le plan égalité, c'est quoi? C'est une formation de tous les professeurs sur l'égalité filles-garçons. Entendez l'égalité filles-garçons dans le sens idéologique, l'indifférenciation. Et dans le plan, vous avez aussi des outils pour l'égalité entre les filles et les garçons. Deuxième partie du plan, et c'est ce que dit le ministère des droits des femmes en 2014, donc on s'apprête à passer à une deuxième phase, celle de la formation des enseignants et de la valorisation de l'égalité filles-garçons au sein des programmes. Ça a déjà été fait dans l'enseignement moral et civique depuis 2015. L'égalité filles-garçons est au programme du CP à la 3e. Donc on va le voir en détail. D'abord, les outils pour l'égalité filles-garçons. C'est sur un site qui s'appelle le site Canopé. C'est le site où il y a toutes les ressources de l'éducation nationale pour les professeurs. Et dans ces outils, donc il est indiqué, une indication, ce n'est pas une obligation, aux professeurs dans toutes les matières. Voilà ce qu'on peut faire en français, en histoire géo, en éducation physique, etc. Et je donne juste quelques citations de ces outils. Il faut bien voir qu'il y a 2 conceptions de l'égalité. Il y a l'égalité identité et l'égalité complémentarité. Il faut prendre au sérieux les résistances des familles qui sont pour la complémentarité. Il faut en parler. On ne peut pas simplement dire aux familles « l'école a décidé ça ». Vous n'avez plus qu'à vous affiner. Donc ils ont bien décidé une égalité identité. C'est dans une vidéo qui est sur le site des outils pour l'égalité. Laissez faire. Si on laisse faire, si on ne fait rien pour l'égalité filles-garçons, pour enseigner l'égalité filles-garçons à l'école, qu'est-ce qui va se passer? C'est laisser se jouer les déterminants qui font que, bien que la mixité soit la règle, filles et garçons se socialisent séparément. Donc ils avouent là qu'il y a bien des déterminants. Une part de nature. Donc il ne faut surtout pas laisser faire la nature, il faut la contraindre. Sinon, les filles vont aller avec les filles, dans la cour de récréation, les garçons avec les garçons. Et dans les activités, ils ne vont pas se mixer. Pour eux, il n'y a pas de mixité à l'école. S'ils constatent qu'on ne se mélange pas, les enfants ne se mélangent pas. Voilà. Alors, un exemple, dans les outils pour l'égalité, par exemple, on suggère aux professeurs de français d'étudier les stéréotypes de la publicité.
Donc là, vous voyez, c'est une maman qui m'a envoyé ça, donc un thème, les stéréotypes dans la publicité. En troisième, un collège privé de Bretagne, mais pas d'Ille-et-Vilaine. Parce que oui, le gender est dans le privé comme dans le public. Moins dans le privé, mais il est aussi présent. Alors, vous voyez le garçon, donc troisième, 14 ans, a dû remplir. Un stéréotype est une idée reçue. On a l'habitude de l'entendre, mais c'est souvent, ou pas, faux. Wow. Exemple, de femme à la vaisselle, ménage. Je ne sais pas s'il a compris quelque chose, moi j'ai rien compris. Peut-être qu'il faudrait apprendre surtout aux enfants à avoir une meilleure écriture. Voilà. Mais, et regardez le document, il y avait plein de pages, hein, je fais qu'un extrait. Le document qu'on leur donne, jeux et jouets. Dès la naissance, on commence à donner aux petits garçons des petits fusils en bois, des petites voitures, tout ça. Et puis la petite fille se retrouve avec une poupée, blabla. Il est évident que pour un gosse qui a le cerveau malléable, tout blanc, quoi, comme de la cire, ça se grave à tout jamais. On ne naît pas avec un cerveau tout blanc. C'est juste ça, le gros mensonge. Alors, la maman, l'enfant en a parlé à sa mère, la maman s'est manifestée, l'enfant a été convoqué dans le bureau de la directrice. Qui lui a dit qu'il était anormal, raciste, homophobe. Et qu'il pourrait faire l'objet d'une plainte à la gendarmerie. Alors, pour assurer le passage en seconde, les parents se sont écrasés. Mais après, ils ont enlevé l'enfant. L'année suivante. L'enfant, très choqué, évidemment, ça se comprend. Cette fiche d'anglais m'a été envoyée après que j'ai fait une conférence il y a 15 jours dans les Vosges, par un lycéen qui était présent à ma conférence. En fait, il a réalisé à quel point ils étaient formatés. Il m'a beaucoup remercié. Il m'a envoyé cette fiche, vous voyez. Bon, alors c'est en anglais, donc on offre des jeux de mécanique à un petit garçon. C'est pour quoi faire, pour plus tard s'occuper des ordinateurs, enfin j'imagine, voilà, pour être ingénieur, quand on va les certifier. Et à une petite fille, it's a doll, c'est une poupée, c'est pour quoi faire, pour être une poupée, be a doll. Et donc après, il se pose la question, pourquoi il y a si peu de femmes ingénieures? Comme si le fait d'offrir des poupées petites allait formater les enfants, voilà, c'est typiquement de l'idéologie du genre. Et en fait, ce garçon a fait un petit sondage dans sa classe après ma conférence, pour leur demander qu'est-ce que vous en pensez. Vous pensez que, ouais, s'il n'y a pas beaucoup de femmes moins de femmes ingénieures, c'est parce qu'on a reçu des poupées petites? Et ouais, tous formatés, en fait. Mais c'est pas étonnant, enfin, je vous assure, maintenant c'est depuis la 5e qu'on les formate. Hein. Et donc il a réalisé à quel point ils étaient formatés. La suite. Ah, regardez. L'Académie de Toulouse. C'est pareil, c'est un lycéen qui me l'a envoyé. Donc les lycéens de Toulouse ont eu à remplir ce questionnaire. J'en avais 2 pages. Hein. C'est pour alimenter la thèse, le travail d'une stagiaire de l'Académie de Toulouse. Sans doute veulent-ils voir, vu les questions, si leur formatage a bien fonctionné. Quelques questions. Ils doivent répondre par pas du tout d'accord, tout à fait d'accord. Le mythe de la femme épanouie au foyer n'est qu'un symptôme du système de pouvoir patriarcal. Pas du tout d'accord, tout à fait d'accord. Le contrôle des hommes sur les femmes force celles-ci à être les principales responsables de la garde des enfants, etc. Ce sont les stéréotypes et pas la nature qui développent chez les femmes leur attention et leur souci des autres. Par nature, les femmes sont plus heureuses quand elles sont à la maison et s'occupent des enfants. Pas du tout d'accord? D'accord. Que veut-on vérifier sinon qu'ils sont bien formatés? Suivante. Alors, je vous disais, dans le plan égalité, donc il y avait le plan égalité, et puis il y a une modification des programmes pour introduire l'égalité filles-garçons du CP à la 3e. Et donc dans le programme, vous avez respecté tous les autres, et notamment appliquer les principes de l'égalité des femmes et des hommes. On est tous d'accord. Moyen, analyse de certains stéréotypes sexués, etc. Alors on va voir ce que c'est. Exemple, enseignement moral et civique, HF, 5e, 4e, 3e. Une inégalité partout présente. Une inégalité homme-femme en chiffres.
il y a plus d'hommes dans le bâtiment, et il y a plus de femmes sages-femmes. C'est une inégalité, ça? Non, c'est une différence. Mais c'est ce que je vous disais au début. Toute différence est qualifiée d'inégalité. Différence de salaire, effectivement. Sauf que le chiffre est faux. C'est pas 19%. Entre les études, c'est entre 5 et 10%. Donc j'imagine que ce chiffre prend en compte le fait qu'il y a des femmes qui travaillent à temps partiel. Inégalité politique, il y a moins de femmes en politique. Bon, ben, c'est une différence. Et puis, à la Fédération française de football, 5% de femmes, c'est une inégalité, vous comprenez? Voilà. La suite, quelles questions on leur pose à partir de cette image? Dans quel domaine les femmes subissent-elles des inégalités? Parce que les femmes subissent la domination masculine. Dans tous les manuels, les hommes, c'est que des dominateurs, pour ne pas dire autre chose. Voilà. Et donc voilà, on présente une femme maçon, c'est très bien une femme maçon. Seulement, rentrer en relation avec un mur, c'est plus difficile. Voilà, c'est pour ça qu'il y en a moins en fait. Ça, mais très bien qu'une femme soit maçon, c'est parfait. Que tous les métiers soient ouverts à tout le monde, mais évidemment. Évidemment. La suivante. Enseignement moral et civique, pareil. Et donc là, les filles sont 46% en terminale scientifique. Elles réussissent mieux que les garçons à l'école. Et pourtant, elles ne sont que 27% dans les métiers d'ingénieur. Et oh là là, 84% dans les domaines médico-sociaux. Et ben c'est pourquoi ça? Je dis ça avec ce ton-là, parce qu'en fait, tous ces métiers-là sont dévalorisés dans les manuels, systématiquement. Il n'y en a que pour les ingénieurs, les traders, les pilotes, tout ça est valorisé. Eh bien, aux petits garçons, on offre des jouets faisant appel à la réflexion, à la technique et à la découverte scientifique. Et aux petites filles, quoi déjà? Et si nos jouets influençaient nos choix professionnels? Ça n'a aucun sens. Comment voulez-vous former l'analyse, le regard critique des enfants avec des textes pareils? Suivante. Alors là, c'est du costaud. Toujours éducation morale et civique. C'est ça pour être enseignant. La répartition des tâches au sein du couple. Alors ça, ils vont en baver. Hein. De la 5e, je pense, à la 1re, tous les ans, ils vont y avoir droit. Okay. Alors mettons-nous dans la peau d'un enfant de 12 ans, 5e, qui voit un graphique comme ça. Donc l'homme, bon, il travaille 1 heure de plus que la femme en moyenne. C'est sur 7 jours, hein, c'est rapporté en moyenne, mais sur 7 jours. Il travaille 1 heure de plus. Bon, il fait presque 2 heures de moins que de travail domestique, et puis en plus, il a presque plus d'1 heure de temps libre. C'est dégueulasse. Mais ça veut dire quoi un graphique comme ça, sans légende, sans périmètre? On ne dit pas sur quel plan. Mais forcément qu'ils ont pris les femmes qui travaillent à temps partiel pour arriver à ce nombre d'heures-là. Et puis, quand on fait le total, c'est pas le même. Ah ben oui, ils ont oublié le sommeil. Ben oui, le sommeil, la femme a besoin de 20 minutes de sommeil de plus que l'homme. Eh oui, c'est une différence biologique. Voilà. Donc en fait, et on leur dit, le sexisme, c'est le comportement de ceux qui considèrent que les femmes et les hommes ne sont pas égaux. Donc, et là on leur dit, aujourd'hui, au sein du couple, pourquoi peut-on affirmer que le sexisme demeure? En fait, on est en train de les formater dans une espèce de logique comptable. Une espèce de logique comptable sur les tâches ménagères. Alors évidemment, il faut partager les tâches. Mais les tâches, c'est un partage qui doit être fondé sur le service mutuel, pour le bien du foyer et de chacun, et qui tienne compte évidemment des caractéristiques propres à chaque couple, le temps de travail, etc. Mais donner une approche comptable du partage des tâches aura comme conséquence une augmentation de la lutte des sexes, tout simplement, et donc des divorces. On prépare les divorces de demain, tout simplement. Et en plus, ça peut donner à l'élève un regard négatif sur ce qui se passe chez lui, une mauvaise opinion de ses parents. Et ce n'est pas le lieu de l'école. L'école devrait plutôt éduquer, en continuité avec la famille, au respect et au sens du service. Et en ce sens, les classes où les plus âgés aident les plus petits, c'est une formidable école de service. Suivante. Alors, connaissance
de soi et respect de l'autre, identité légale et identité personnelle. Alors ça, c'est le nouveau truc de l'enseignement moral et civique. Je vais vous expliquer. Suivante. Alors voilà, exemple, Attier, 4e. Enseignement moral et civique. Hein. Je construis mon jugement. C'est dans le chapitre « Mieux se connaître pour mieux vivre ensemble ». L'encadré jaune, c'est un résumé d'idéologie du genre. Il ne faut pas confondre le sexe qui définit notre identité biologique et le genre qui est notre identité culturelle. La sexualité renvoie à nos préférences et orientations amoureuses. Elle n'est pas déterminée par notre sexe, mais librement choisie. Donc pas de rapport entre la sexualité et le sexe. Enfin, voilà. Et en face, la page d'en face, vous avez ça. À la rencontre de l'autre, donc c'est le film LOL, donc le garçon et la fille qui tombent amoureux. Et puis le film Quand on a 17 ans, au départ ils ont une relation fondée sur la violence, puis ils passent à une amitié, puis ils passent à une histoire d'amour. Voilà. La page d'en face. Remettons-nous dans notre adolescence un petit instant. Dans l'adolescence, en fait, il y a une période où on va avec les personnes du même sexe, parce qu'on se pose plein de questions, on ne se comprend pas très bien soi-même, et donc on va avec les gens de notre sexe parce qu'on se comprend mieux, on parle le même langage. En fait. Pour se rassurer, pour se construire, et puis parfois on a une amitié très forte avec une personne du même sexe. Et là, que nous dit la société? L'école. Ben, peut-être tu es homosexuel? Ben, essaye. Tu vas voir ce qui te plaît le plus. Tout incite à passer à l'acte pour essayer de voir ce qui nous plaît le plus. Mais on n'est pas homosexuel. Comment peut-on dire que ça va apprendre aux jeunes à mieux se connaître pour mieux vivre ensemble? Sur le sujet de l'identité personnelle, pardon, reviens en arrière. Voilà ce qui est écrit dans un des cahiers Attier. L'identité n'est pas donnée une fois pour toutes. Elle se construit et se transforme tout au long de l'existence. Et ça s'appelle point philo en plus. J'ai montré ça à un prof de philo, il était ahuri. L'identité personnelle, c'est le fait d'être un sujet unique, un individu singulier. Et là, on leur met dans l'identité personnelle la santé, les goûts, les opinions, la situation familiale qui peut varier. Et qu'est-ce qu'on leur donne comme exemple? Là, je vous ai les épanouis, mais des acteurs qui ont une orientation homosexuelle. Je passe à l'éducation sexuelle. L'éducation sexuelle, c'est 6 heures dans l'année. Ah oui, non, ça, oui, il y a une comédie musicale en Normandie qui a été montée en 4e, 3e. Donc là, c'est passé sur France 3 Normandie, 4 fois 10 minutes, je crois. Et donc pendant 2 ans, ils ont monté une comédie musicale, Roméo et Julien. Donc là, vous voyez l'extrait où Roméo et Julien, sur le balcon, hein, voilà. Roméo fait sa déclaration d'amour à Julien. Ils ont eu du mal à trouver les acteurs principaux, qui ont bien voulu le faire. 3 heures par semaine pendant 2 ans. L'éducation sexuelle, 6 heures dans l'année, du CP à la terminale. Alors, que prévoit d'enseigner l'éducation nationale? Je dis que prévoit d'enseigner l'éducation nationale parce que, évidemment, ce n'est pas fait comme ça partout, notamment dans le privé, mais pas dans tout le privé. C'est en tout cas les consignes. C'est comme ça que ça devrait être fait. Et c'est fait comme ça dans certaines écoles. Donc tout est basé, ça c'est un rapport fait par le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes sur l'éducation et la sexualité à l'école. Et donc elle est fondée sur l'égalité des sexes et des sexualités, marquée en toutes lettres. Et c'est basé sur le principe 4 des droits sexuels de l'ONU. Maintenant il y a des droits sexuels. La sexualité et le plaisir qui en découlent sont au cœur de la vie de tout être humain qui choisit ou non de se reproduire. La santé sexuelle embrasse toute la vie. La sexualité et le plaisir qui en découlent. Et en fait, on va voir que c'est là le problème. C'est que ce n'est pas du tout une conception holistique de la santé, comme ils disent, la santé qui prendrait en compte toute la personne. Parce qu'en fait, c'est une sexualité qui réduit le corps à un objet. Et donc, qui ne considère pas la totalité de la personne, corps, cœur et esprit. Et donc, la vie sexuelle dont il est question ne peut contribuer à son bonheur. Ça donne du plaisir, mais ça ne donne pas le bonheur. Et donc, nous allons voir ce qui est enseigné aux enfants dans ce cadre. Depuis quelque temps,
dans les documents officiels de l'éducation nationale. Vous avez le rapport de l'Organisation mondiale pour la santé. Et je l'ai là. Il n'y a aucun Français qui a participé à l'élaboration de ce rapport. Il y a le planning familial international et puis plein d'autres étrangers. Et donc ce rapport est dans le site Canopé, officiel de l'éducation nationale, pour aborder l'éducation à la santé et à la sexualité. Voilà, c'est le rapport. J'ai fait un extrait du texte qui est marqué sur ce site. S'approprier les compétences nécessaires pour agir en fonction des connaissances acquises. C'est de la technique, le corps n'est qu'un objet, donc on fait ce qu'on veut du moment qu'on se protège. Je simplifie, mais c'est ça. Du moment qu'on se protège, et les questions relatives à la sexualité doivent être négociées par consentement mutuel entre des partenaires matures, égaux, etc. Donc, faites ce que vous voulez, tant que vous êtes consentant et que vous vous protégez. Voilà. C'est du sexe porno conso, enfin, je ne sais pas comment appeler. Dans une autre brochure qui est distribuée aux adolescents, notamment à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida, et donc c'est une directive officielle de l'éducation nationale, cette brochure s'appelle Questions d'ado, et la sexualité est définie ainsi. Écoutez bien. La sexualité, c'est le fait d'utiliser son corps pour prendre du plaisir seul ou à plusieurs. En matière de sexualité, il existe des limites fixées par la loi, mais il n'y a pas de normes. Ce qui compte, c'est son désir personnel et le respect de l'autre, par l'écoute de son désir ou non-désir. La sexualité, c'est le fait d'utiliser son corps pour prendre du plaisir seul ou à plusieurs. Si on utilise son corps, c'est qu'on considère que notre corps est comme extérieur à nous-mêmes, comme un objet. Et effectivement, dans ce cas, la seule limite à l'acte est le consentement des personnes. On se met d'accord sur ce qu'on fait avec notre corps et sur le corps de l'autre, sur les actes que l'on pose, comme on négocie l'usage d'un objet extérieur à soi, le prêt de sa maison, la location de sa voiture, l'échange de ses jouets, allons-y. Donc tous les actes sexuels sont possibles à partir du moment où on est consentant et surtout qu'on se protège. Voilà ce que l'éducation nationale veut apprendre aux jeunes. Encore une fois, ce n'est pas fait comme ça dans toutes les écoles. Regardons l'intérieur de ce document. De 0 à 4 ans, ça donne toutes les tranches d'âge ce qu'il faudrait enseigner aux enfants. 0-4 ans. Je fais quelques extraits. Le droit d'explorer les identités sexuelles, d'explorer la nudité et le corps, d'être curieux. Tout le but, c'est que le plaisir, hein, vous avez compris. La suite, 4-6 ans. Informer les enfants sur le plaisir et la satisfaction liés au toucher de son propre corps, la masturbation enfantine précoce. L'amitié et l'amour avec des personnes de même sexe. On ne leur parle même pas de l'amitié et de l'amour entre un homme et une femme. Même pas. Le respect des différentes normes en matière de sexualité. S'il y a plusieurs normes dans un domaine, et en fait, il n'y en a pas du tout. Par définition. On continue. 9-12 ans. 9-12 ans. Assumer sa responsabilité de développer des expériences sexuelles plaisantes et sans risque pour soi et les autres. On continue. On change. Ah, pardon. La première expérience sexuelle, 9-12 ans, l'orientation sexuelle, les différents comportements sexuels, voilà. Un petit peu d'amour quand même, mais rien à voir avec la sexualité. Dans un livre qui s'appelle Sexe sans complexe, qui est pour les adolescents, que j'ai acheté, il y a marqué « Faire l'amour, c'est s'offrir un terrain de jeu et d'exploration ». Mais notre corps n'est pas un objet. Notre corps, c'est nous tout entier. Notre corps révèle notre personne, le mystère de notre personne. Ce qu'on fait par et avec notre corps touche tout notre être. Notre corps, mais aussi notre cœur et notre esprit. Une personne ne devrait jamais être un moyen, mais la finalité de nos actes. Et donc on ne peut pas dire qu'il est normal d'utiliser son corps, et donc le corps de l'autre. Que ce soit une tentation de l'homme contre laquelle il faut lutter, certes, mais que ce soit présenté comme normal, c'est pas possible. Que va engendrer chez les jeunes cette pratique de la sexualité qui n'a pour seul but que le plaisir et qu'on leur inculque, alors pas seulement à l'école, hein, mais par la pornographie en libre-service, les films, les séries télé.
Eh bien, une insatisfaction perpétuelle, une recherche de plaisir toujours insatisfait, une tristesse, un mal-être, pouvant aller jusqu'au dégoût de soi. Les jeunes ne croient plus, dans ce cas, les jeunes qui sont dans ce cas ne croient plus en l'amour et auront du mal à construire une liaison stable. La jeunesse actuelle baigne dans cette vision hédoniste de la sexualité que la culture tout entière lui inculque. En réalité, elle est sacrifiée, cette jeunesse, sur l'autel du plaisir sans joie. La joie qui jaillit quand on aime l'autre, c'est-à-dire qu'on se donne à lui pour son bien. Après que j'ai fait une intervention sur le genre dans un lycée à Paris, une jeune fille qui est venue me voir, une belle jeune fille. Elle avait une tristesse indicible dans ses yeux. Et elle me dit, mais madame, l'amour, c'est un fantasme. Elle devait être terriblement blessée pour sentir ça, pour dire ça. Et je dirais même plus que notre société hédoniste fabrique des célibataires, en fait. Tellement en souffrance. Et en fait, cette santé sexuelle qu'on nous vante, celui qui a inventé le mot santé sexuelle est un génie. Parce que maintenant que c'est santé sexuelle, tout le monde va y aller. Enfin, c'est vrai, c'est assez attrayant. On a tous envie d'avoir une vie sexuelle épanouie. Mais sauf que ce n'est pas la sexualité humaine, véritablement humaine, qui va épanouir la personne. Et donc cette sexualité est en fait contraire à la santé de l'homme. Mais voilà, maintenant, ça devient un droit sexuel. Le tour est joué. Un droit à la santé sexuelle. Et puis, il suffira d'abaisser l'âge de la majorité sexuelle, qui est aujourd'hui de 15 ans. Enfin, petit à petit, on va l'abaisser. On aura droit, quand même, à 12 ans à la santé sexuelle. Hein? Suivante. Oui, en maternelle, une application. Voilà. En maternelle, il y a déjà eu une expérimentation qui a été faite. Hein. Un support d'animation expérimenté dans 29 écoles, 684 élèves, soi-disant pour prévenir les violences sexuelles. Vous voyez l'image? En fait, il est marqué dans une autre planche qu'il faut parler aux enfants de plaisir avant tout. On continue. L'éducation sexuelle, alors ça dépend. Au primaire, normalement, c'est les professeurs qui doivent le faire. Beaucoup ne le font pas parce qu'ils ne sont pas formés pour. Ce n'est pas leur rôle. Ou alors, on va venir des intervenants extérieurs, un peu au primaire et surtout collège et lycée. Intervenants extérieurs, vous en avez quelques-uns là. Beaucoup le planning familial. Je vous lis ce qui est marqué sur son site. Le planning familial est un mouvement militant qui prend en compte toutes les sexualités. Et il marque autre part que l'hétérosexualité n'est pas... Il n'existe pas une sexualité naturelle, mais des sexualités. Et ils disent qu'ils utilisent l'analyse genrée, etc. Bref, ils se basent sur l'idéologie du genre, mais ça on avait compris. Et puis vous avez des associations LGBT qui interviennent à l'école. Moi je pose juste une question. Ce sont des associations militantes qui s'affichent comme étant militantes. Normalement l'école doit être neutre. Le Conseil d'État l'a rappelé dans une jurisprudence récente, un jugement récent. Les associations militantes ne devraient pas avoir leur place à l'école. Donc vous voyez que la lutte contre l'homophobie dont il est question à l'école n'est pas une éducation au respect de toute personne, comme étant infiniment aimable. La lutte contre l'homophobie dont il est question passe par une banalisation de tous les comportements sexuels, en assénant que la sexualité, c'est utiliser son corps pour prendre du plaisir. Et ce faisant, en montrant un irrespect total de la personne humaine. Alors, on comprend pourquoi, quand je vous ai montré tout ça, on a envoyé ce livret donc à 50 000 écoles. Et je pense que... Ah, bon, alors c'est après, excusez-moi. Non, c'est bon, reviens. Rapidement, il y a des livres qui sont suggérés par le SNUP, principal syndicat d'enseignants du primaire. Donc Philomène même, c'est pour apprendre qu'une fille peut être amoureuse d'une fille, Jean de maman, etc. Donc tout petit. Et ces livres sont lus dans certaines écoles, hein, ça je vous confirme. Des puzzles, vous avez pour les tout petits, donc les familles, ce qui s'appelle les familles modernes, 2 hommes, 2 femmes. On passe. Les spectacles, alors ça coûte
poussent comme des champignons. Il y en a eu un qui n'avait pu le jouer, La princesse qui n'aimait pas les princes. La dernière page du livre, c'est celui-ci. Et c'est la fin de l'histoire, la princesse part vivre avec sa fée. C'est ainsi que doit s'achever tout véritable conte de fées. Le spectacle qui sillonne la France depuis plus de 2 ans, c'est Mon frère, ma princesse. C'est l'histoire d'un petit garçon qui veut devenir une petite fille. Et qui demande à sa sœur, mais comment t'as fait pour être une fille? Ben, c'est moi qui choisis. J'ai imaginé, j'ai choisi, je suis devenue une fille. Et que dit-il ce petit garçon à la fin? La nature, elle s'est trompée. Je le sais bien, elle s'est trompée. J'ai pas su me concentrer, alors elle a mis dessus moi des morceaux qui ne sont pas à moi. Le zizon, ce n'est pas à moi, ça pense et mou, on dirait un ver de terre. La nature, elle s'est trompée, je veux être comme Nina, ma sœur. Les enfants sont emmenés voir ce spectacle en séance scolaire. Nous sommes allés le voir avec Brigitte Gender, c'est atroce. C'est noir, c'est laid, l'enfant dit à peu près 30 fois dans la pièce qu'il veut mourir. Enfin, comment peut-on imaginer qu'un garçon ou une petite fille qui voit cette pièce ne va pas se dire, ben, si ça se trouve, moi aussi, la nature s'est trompée. Si ça se trouve, je ne suis pas une fille, je ne suis pas un garçon. On continue. Et ces spectacles sont souvent subventionnés par ville, département, région. Moi, j'ai écrit aux 3. Quelques témoignages. Donc, un petit garçon qui rentre de l'école et qui dit à plusieurs reprises à ses parents, quand je serai grand, on me fera une opération, on enlèvera mon zizi. On me fera un trou et je deviendrai une fille. Et là, c'est typiquement le genre de choses que disent les professeurs militants du genre. Ils n'ont aucun scrupule à dire ça. Mais pour eux, l'idéologie du genre est bonne. Enfin, pour eux, ce n'est pas une idéologie. Donc, ils ne pensent pas faire de mal en disant ça. Donc, il ne faut pas aller les attaquer. Non, il faut discuter avec eux, autant que faire se peut. Voilà, d'autres témoignages. Une petite fille a dit que son âme avait été souillée par une intervenante du planning familial qui a parlé de sa fille, qui vivait avec une fille, du changement de sexe, de masturbation, de prostitution. Voilà. Elle a souillé mon âme. Oui, c'est un viol des consciences. On continue. Alors, voilà. Je pense que tous les établissements français ont reçu ce même mail, c'est à chaque fois le même que j'ai vu, qu'on m'a retransféré, que des personnes de l'éducation nationale, des professeurs bienveillants m'ont transféré. Et donc, demandons à ce que le livret envoyé dans les écoles ne soit pas transmis aux professeurs. Donc, ça s'appelle de la censure, en fait. J'ai envoyé ce livret avec un courrier très factuel, disant que Brigitte Gender souhaitait apporter des éléments d'information pour éclairer les professeurs et les directeurs. Le mail dit « Il est tenté de démontrer que le ministère poursuit un objectif d'indifférenciation des filles et des garçons et de promotion de l'homosexualité. » J'ai juste mis des exemples de ce qui se passe à l'école. C'est eux qui en déduisent ça. Eh oui, eh oui. Oui, on peut dire qu'il y a une promotion de l'homosexualité à l'école. Je pense, on peut le dire. Et donc, quand il y a censure, qu'y a-t-il à cacher? Enfin, s'il y a une censure, c'est bien qu'il y a quelque chose à cacher. La vérité qui dérange. Et donc, l'éducation nationale, comme je vous disais, promeut l'homosexualité en la montrant comme un choix possible parmi d'autres, en la mettant finalement sur le même plan que l'hétérosexualité. Et comment s'étonner de cette promotion? Le législateur lui-même, par la loi ouvrant le mariage aux personnes de même sexe, a de fait mis sur le même plan la sexualité entre un homme et une femme et la sexualité entre personnes de même sexe. Donc, je vais finir, parce que j'ai déjà usé de votre patience, on va passer. Donc, l'école n'est pas là pour déconstruire, elle est là pour donner aux enfants les moyens de devenir ce qu'ils sont, hommes ou femmes, par l'apprentissage des fondamentaux, pour savoir s'exprimer, penser, discerner, communiquer avec les autres, trouver l'estime de soi, faire fructifier ses talents pour les mettre au service des autres et de la société. Là serait la vraie égalité. L'école doit respecter l'action éducative des parents. Le Code de l'éducation dispose « L'État garantit le respect de la personnalité de l'enfant et de l'action éducative des familles. » En faisant une éducation à l'égalité telle que celle que je vous ai montrée, ça peut remettre en cause de manière inacceptable l'éducation transmise par les familles. L'école doit respecter l'intimité des élèves, les sujets qui touchent
aux représentations des enfants sur l'homme, la femme, la sexualité sont sensibles. Ils touchent au propre vécu du professeur qui n'est pas formé pour ça. Comment s'assurer qu'aucun professeur ne va dire un propos qui va bouleverser un enfant dans son identité, son intimité, sa psychologie? Seuls les parents sont à même de parler à leurs enfants avec toute la délicatesse nécessaire. Nier les différences entre les garçons et les filles va les accroître. Bon, j'en parlais tout à l'heure, mais surtout, dans les outils filles-garçons, il est suggéré aux professeurs de dispenser la même aide en temps et en nature aux garçons et aux filles, en vertu du principe d'égalité. Mais les garçons réussissent moins bien à l'école. Donc si on donne la même aide aux garçons et aux filles, ben, ils vont couler encore un peu plus. Voilà. Mais les féministes radicales, ça ne dérange pas. Elles veulent que la femme prenne toute la place. Conclusion à l'école. Alors, bon, pour se rassurer un tout petit peu quand même, la grande majorité des professeurs résistent. Ils ont quand même du bon sens. Mais certains professeurs, et ils sont quand même nombreux, ne connaissent pas l'idéologie du genre. Ils vont la diffuser malgré eux, pensant bien faire. Et les militants s'activent. Et donc, ce que vont faire les idéologues du genre, ils vont accélérer la diffusion de leurs idées en formatant les futurs professeurs, sans expérience des enfants, et puis à travers les associations militantes qui ont un agrément de l'éducation nationale pour intervenir à l'école. Il est urgent de stopper cette imposture idéologique qui peut faire des dégâts psychologiques considérables sur les enfants et les jeunes. Elle n'a tout simplement rien à faire à l'école. Très rapidement, l'école, c'était une partie du formatage, on va dire, mais vous avez toute la société qui formate les jeunes, les publications jeunesse, faites attention aux abonnements pour vos enfants, les médias, les films, les séries, la culture, les entreprises. On va voir juste deux exemples. Donc voilà, toutes les affiches, j'imagine que vous en avez comme à Paris, hein, qui sont imposées au regard des enfants dans la rue, dans le métro. Des mannequins qui sont androgynes, on ne sait pas toujours si c'est un homme ou une femme. Et puis, je vous laisse voir. Ensuite, voilà, Figaro, Madame au magazine, je ne sais plus. Masculin, féminin, l'égalité des genres. C'est très récent. National Geographic, c'était en janvier. C'est un crime de faire changer de sexe à un petit enfant avant la puberté. Un petit garçon qui dit « maintenant je suis une fille ». Notamment aux États-Unis, il y a des cliniques qui enlèvent les organes génitaux de l'enfant, alors qu'il n'a pas eu sa poussée d'hormones. John Monell l'a fait en son temps sur Bruce Reiner. Celui-ci s'est suicidé plus tard adulte. C'est un crime. Dans les entreprises, il y a un communautarisme LGBT, vous voyez. On n'est plus homme-femme. Chez Orange, par exemple, je suis hétéro, bi, trans, lesbienne, gay, je bosse chez Orange. C'est... Alors on dit non, mais c'est pour inclure tout le monde. Mais tout le monde, des hommes et des femmes. Oui, on doit le respect à tout le monde. Puis la vie privée de chacun, la vie sexuelle, c'est la vie privée. Pas marqué sur notre front, hétérosexuel, homosexuel, bisexuel. Les pauses café, c'est plus sympa quand on peut être soi. Transsexuel, bisexuel, homosexuel. Une jeune femme a dû démissionner d'une grande entreprise, elle m'a expliqué. Ils étaient gentiment, on les invitait gentiment à mettre comme signature de mail le logo LGBT, un petit pins aussi, pour montrer qu'ils incluaient tout le monde. Voilà, la suite. J'arrive à la fin. Si vous trouvez ça très bien, il n'y a rien à faire, bien sûr. Si voilà, vous n'êtes pas tout à fait d'accord, eh bien, oui, je crois qu'on peut dire qu'à l'école, il faut suivre ce qu'on ne peut plus être complètement dans la confiance. C'est malheureusement plus possible. Mais être toujours dans la bienveillance. Prendre connaissance des contenus, signifier son désaccord. Alors oui, il y a un risque qu'on ne soit pas compris, qu'on ne soit pas entendu. Et ça peut être violent. J'ai eu des cas assez violents. Pas moi, mais qui m'ont été rapportés. Mais parce que Vigigender aussi soutient les parents qui vont vers Vigigender pour avoir un soutien quand ils sont confrontés au gender. Qu'est-ce qu'on peut faire, voilà. On essaie de les aider. Par des courriers, en leur disant, voilà, là c'est pas trop grave, là vous pouvez y aller, etc. Les associations de parents d'élèves sont toutes, sauf la dernière qui vient d'être créée, Parents pour l'école, mais sont toutes, soit activement, soit passivement, parce qu'elles ne disent rien, pro-gender. Normal, il y a des subventions derrière. Donc, c'est pas la peine d'attendre quoi que ce soit d'elles.
créer des listes indépendantes, il suffit de 2 par an. Voilà. Et puis, parlez à vos enfants de la beauté du corps, de la beauté et du sens de leur corps fait pour aimer et donner la vie. Il y a plein de livres très beaux maintenant. J'en mets sur le site de Meiji Gender. Informez autour de vous, vous pourrez prendre des livrets à la sortie. Voilà, faire attention aux images, Internet, etc. Si vous avez des témoignages à nous envoyer, n'hésitez pas. Et informer. Tout ce qu'on peut faire, mais c'est nécessaire.